C'est le moment de rencontrer nos amis. Wouh. Bonjour à tous et à toutes. Salut Danemark. Nous allons montrer tour à tour que la littérature gréco-romaine est fake, que l'antiquité romaine est fake, que l'antiquité mésopotamienne est fake, et que l'antiquité égyptienne, pharaonique, est également fake. Pas une affaire de complot, tabarnak. Que chacun comprenne bien que nous sommes en fait en face d'un canular. Vous pouvez voir l'uniformité de la ville, toutes les façades sont toujours identiques à toutes les façades, toutes les rues sont toujours identiques à toutes les rues. On n'a pas l'impression qu'on est dans une ville méditerranéenne avec de la diversité, de la richesse, non, c'est toujours la même chose. C'est triste comme un camp stalinien. Ensuite vous pouvez jeter un petit œil en passant sur la forme des pierres, la forme des pavages, qui nous rappelle ce qu'on voit à Cusco, les pierres moulées. Et puis si la ville est de création récente, et bien les ornières n'ont pas été créées par le passage des roues, hein, c'est absurde, il faudra que tous les chars fassent le même anthrax de roues, ce qui n'a aucun sens. Ils ont été créés à la main, non pas taillés dans la pierre, au burin et au marteau, mais moulés dans une pierre, dans une fausse pierre en fait, dans un béton qui s'est solidifié. C'est-à-dire que les rues de Pompéi sont à la fois la preuve de la fausseté de Pompéi et la preuve de l'utilisation du béton moulé pour imiter la pierre dans la fausse archéologie. Herculanum, une petite ville située au pied du Vésuve, et qui a été engloutie selon la version officielle. On voit ici la profondeur du trou qui est d'une douzaine de mètres, et puis ici, c'est ce qu'on appelle le fond de mer, et la mer se trouve ici. Toute cette zone-là était occupée par la Méditerranée, soi-disant, à l'époque. Hein. Sur cette image, on voit bien le problème que cela pose, c'est-à-dire que la cendre a recouvert uniformément tout le territoire, alors que, d'après ce qu'ils nous disent, le sol existant au moment d'éruption, eh bien, il descendait là tranquillement, et puis il plongeait sur une falaise qui faisait une quinzaine de mètres de haut, avant d'arriver sur une plage et la mer. Et bien, cette dénivellation d'une quinzaine de mètres de haut, aujourd'hui, a complètement disparu. Ici, nous sommes en bord, à la plage, les 23 mètres de cendre, et puis la falaise du fond de mer, les rues perpendiculaires qui viennent depuis le Vésuve jusqu'à la mer, toutes des rues sans issue qui ne débouchent sur rien. On peut prendre les dimensions, 2,50 m ici, 2,50 m là. Un char, c'est bien, ne peut pas croiser un autre char, de la même façon qu'un char arrêté au milieu de la rue bloque la circulation. Or, nous savons qu'ils utilisaient abondamment ce moyen de locomotion, puisqu'il y a des ornières importantes. Pour tourner, ils n'ont pas du tout arrondi le virage, comme nous on le fait. Et puis, par exemple, si on prend cette rue, on s'aperçoit que, en descendant, elle continue. Tout à coup, elle est arrêtée par la falaise. La rue donne sur une falaise, qui évidemment n'a pas de sens. Hein, et puis il en est de même de ces deux autres rues. Avec les personnes qui sont là, eh bien ça permet de se rendre compte de l'étroitesse de la rue. Vous voyez bien qu'un char bloquerait la circulation. Par contre, si le char ne vient pas, eh bien on voit pas tellement l'utilité qu'il y a eu à séparer la rue avec une partie circulable en voiture hippomobile et puis des trottoirs pour les piétons. C'est un bout de rue exclusivement pour les piétons, pour qu'ils puissent aller voir la mer. Là, on a une rue, toujours inaccessible évidemment, en véhicule tiré par les chevaux. Il n'y a pas de circulation possible directe dans cette rue, ça ne fait pas une boucle, hein, puisque les rues sont très étroites. On pourrait penser qu'on puisse boucler comme ça. Ça se fait pas. Par contre, il y a bien une boucle pour les piétons, et là c'est tout à fait justifié bien sûr dans le cadre d'un parc touristique. Puis on va se rendre à la maison de Neptune et d'Amphitrite. On peut admirer ici la hauteur des trottoirs. Hein. Le trottoir ici arrive quasiment au genou du gars, ce qui n'est ni pratique ni sécurisant. L'étage déborde en porte-à-faux sur la rue. Ce débordement de l'étage en porte-à-faux sur la rue, il empêche finalement à cet endroit-là de passer un conduit de cheminée. Et comme cette boutique elle est censée vendre des aliments chauds, eh bien évidemment il doit y avoir une production de chaleur, donc un feu. Et qui dit feu, bien dit évacuation des fumées. On ne sait pas comment ça se passe. Pour rentrer dans la boutique, on voit qu'il y a encore un seuil. Si on veut trimballer des jarres, les rentrer, eh bien il faut avoir un outil du genre un diable, on voit que ça peut pas marcher. Cette rue ne débouche sur rien. Le gars qui vient ramener sa marchandise, il est obligé ensuite pour en ressortir, eh bien de faire reculer la monture avec la charrette. Et ça va pas être facile. Alors on va rentrer dans la boutique. Au premier plan ici, on a les dolias. Eh bien on en voit une ici qui est entière, on en voit une autre ici qui est à moitié démolie. Celle qui est à moitié démolie, eh bien on voit bien qu'il n'y a aucune trace pour faire une aération, pour faire la ventilation. Et puis pas plus qu'il y a de traces pour faire un écoulement, c'est-à-dire pour pouvoir vider ces grosses marmites. La seule façon de le faire, eh bien c'est par le haut en entrant à l'intérieur. Nulle part il y a la trace d'une cheminée. Là on a un parement réticulé et là on a un parement quasi réticulé. Et puis ici on a quelque chose, on sait pas trop, et on voit qu'il n'y a aucune trace de cheminée. Ce qui n'a pas de sens. Dans une cuisine, eh bien, il faut pouvoir cuire. La cuisson peut se faire sur des braseros, mais évidemment, on devrait avoir une cheminée. Et puis, on a ce truc qui est tout à fait curieux, qui est ici, le chiotte à la turque. Et la porte, ici, on ne sait pas s'il y en avait une, si elle fermait. Les Romains avaient des problèmes d'hygiène comme nous. Et si on veut pas attraper des gastro, et puis si on veut pas être importuné par les odeurs, eh bien, on ne fait pas les toilettes dans la cuisine. Le parement réticulé et l'enduit, dans les deux cas, c'est un parement. C'est-à-dire, c'est quelque chose pour protéger le mur des agressions extérieures. Mais dans le cas d'un mur extérieur, eh bien, évidemment, ça vaut le coup de mettre un enduit réticulé qui va être protégé, une protection en pierre comme des écailles, mais à l'intérieur, eh bien un simple enduit va suffire. Et par contre, faire un double parement, c'est quelque chose qui n'a pas tellement de sens. On va se rendre maintenant, eh bien, dans le triclinum d'été, la salle à manger d'été, avec la fameuse peinture de Neptune ici et d'Amphitrite, à moitié nu, comme il se doit quand on est chez les Romains. Les Romains se baladaient à poil, sans doute. En tout cas, ils n'avaient pas les mêmes mœurs que nous dit-on. Hein.
puisque ils étaient à voile et à vapeur. Mais en tout état de cause, ce qu'on nous explique, c'est que ces gens-là mangeaient couchés. Et puis on voit des chaînes de chasse, des têtes de satyre qu'on retrouve ici, des masques de satyre. Donc ça renvoie évidemment à Dionysos, au bacchanal et à la débauche, puisque les Romains étaient pour l'essentiel donc des débauchés. Là on voit une vue de la Triade, on sait pas trop dans bien des endroits, on sait pas trop où... Entre 0 et 1000, on sait ce qui s'est passé à 5 minutes près. Avant, moins 2000, moins 3000, moins 4000, on sait pas trop. On sait pas trop ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment... Où est passé le revêtement de sol existant. Mais on a l'impression, en tout cas on n'a pas l'impression que ce soit le sol existant réel. Et donc une pièce ridiculement petite, qui fait 4-5 mètres carrés tout au plus. On a des pièces qui sont petites, mal commodes, qui sont sombres, mal éclairées. On nous présente cette maison comme celle d'un riche marchand. Eh bien, ce gars-là, malgré son argent, il vivait dans un endroit sans vue, sans lumière, et avec les latrines dans la cuisine. Il y a manifestement quelque chose qui cloche là-dedans. Alors ils expliquent l'étroitesse de ces ornières par le fait que les Romains auraient standardisé dans tout l'Empire, eh bien, la largeur de voie des chars, une police de la largeur des voies, le flicage de l'anthrax des roues. Des complications pour aucun avantage, à pas faire chier les gens. L'Union Européenne, avant l'heure, ça n'a aucun sens. Donc, ces ornières étroites, telles qu'on nous les présente, eh bien, sont une absurdité. C'était pour dire rien du tout, hein. Et là, on voit très nettement qu'il y a un creux, un changement d'altitude, la voile descend, on a un creux, et ce creux, il est là pour donner l'illusion qu'on est sous le terrain naturel ici. Mais en réalité, c'est très localisé. Et on arrive à la fosse sud, au niveau de la nécropole Nocera. On voit très bien la rue qui descend là tranquillement, et au dernier moment, ça fait une fosse, un trou, et puis on voit la fosse sud, elle tourne autour de l'amphithéâtre ici, et elle a exactement la même fonction, de donner l'impression, quand on est là, qu'on est sous le terrain naturel. On voit très bien que la voirie qui est le long de l'amphithéâtre, en réalité, il y a un petit passage au-dessus de la fosse, et on voit que les deux niveaux ici sont alignés, le terrain naturel de la ville moderne, et le terrain des ruines sont au même niveau, alors qu'on devrait avoir un décalage de 6 mètres, mais ce décalage de 6 mètres n'apparaît pas. Alors il y en a de même vers les deux sorties en direction de l'est, c'est deux no man's land qui sont ici et là, et qui permettent de faire transitionner le terrain des ruines, de ce côté-là, avec le terrain moderne de l'existant ici, sans qu'on puisse se rendre compte de savoir s'il y a réellement ou pas une différence de niveau. On voit ici donc le rempart nord, et puis qui est pris dans une butte de cendre. On voit très bien que cette butte est une butte très localisée. Les ruines de Pompéi, la butte, qui fait la bosse, et le terrain existant. Si on enlève la butte ici au milieu, on va s'apercevoir que le terrain existant et les ruines sont en réalité au même niveau. Notre merlon, on appelle ça un merlon, une levée de terre. Donc l'existant, la bosse, le terrain Pompéi. La falaise qui fait l'angle ici, l'angle donc au sud ici, à l'ouest de ce côté. À mon avis, parce qu'on a repris les terres ici pour les mettre par-dessus, pour enterrer Pompéi. On voit bien que cette falaise, eh bien, elle existe que localement sur le site de Pompéi. Après, elle disparaît ici, comme elle n'apparaît pas du tout ici. On voit ici l'effet de Palvègue, et puis on voit notre but. On voit avec ce phénomène très curieux, c'est qu'on descend tranquillement comme ça, et puis tout à coup on a là, au niveau du forum, une espèce de bosse, et ensuite on a la falaise. Alors, ces choses, est-ce qu'elles s'expliquent naturellement ou pas? À mon avis, c'était pas le cas du tout. Alors ici, donc, on voit l'ensemble de Pompéi. On voit donc la forme de la bosse, le boursouflure qui est ici, Pompéi est sur une bosse, ce qui a empêché finalement au canal du Sarno et bien d'aller tout droit, puisqu'il aurait dû franchir cette bosse, donc il a fait le détour pour contourner la bosse ici, traverser Pompéi, un petit peu au niveau de l'amphithéâtre, puis au nord du forum ici, traverse ici, continue là-bas. Quand on se rapproche, eh bien, on voit très bien la fosse sud, le trou ici, qui permet de compenser les niveaux, fosse sud ici, fosse sud ici. On voit ici la Via Tabiae qui descend le long d'une ligne de Talweg, ça descend comme ça remonte ici. Là on a une voie de Talweg, on a le petit théâtre là, et puis on voit que ça plonge ici. Au premier plan ici, bien sud-ouest, c'est la falaise qui n'occupe bien que le site de Pompéi. La falaise elle ne se prolonge pas au-delà du site dans cette direction, et elle ne se prolonge pas au-delà du site dans cette direction. Ici, la vue du Merlon, au niveau du rempart. Et puis on va faire un petit tour vue de l'autre côté, pour se rendre compte. Quand on bouge, ça permet de mieux voir la forme du relief. Et donc vu de l'autre côté, on voit bien ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que Pompéi ici est en hauteur par rapport au terrain naturel. On arrive, le terrain naturel de la ville moderne est ici, on monte au niveau de la voie de chemin de fer ici, et puis les no man's land qui sont au-dessus finalement du terrain naturel. Je vois